Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Jibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Judith Nora, productrice et cofondatrice de Silex Film, qui a notamment produit la série Connasse avec Camille Cotin. Parmi les projets sur lesquels travaille Judith en ce moment, il y a l'adaptation en série animée de la BD Les Culottés de Pénélope Bagieux. Dans cet épisode, Judith nous parle de son métier de productrice, qui lui faisait envie depuis son adolescence. Elle nous raconte ses études à New York, ses premiers pas dans la production de films, et comment elle a ensuite voulu s'associer pour monter sa propre boîte de production. Judith nous transmet sa passion, nous parle de la place des femmes dans les films et séries qu'elle coproduit, et de ses inspirations. Très bonne écoute. Bonjour Judith. Bonjour Siam. Merci beaucoup de me recevoir chez Silex. Bienvenue. La question par laquelle j'aimerais commencer, et qui, je pense, m'en dira pas mal sur toi, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ? Je voulais faire ce métier, qui est productrice, que je fais aujourd'hui. J'étais une très mauvaise élève à l'école, et du coup, j'ai eu la chance, via un grand-père, d'aller beaucoup au cinéma et de comprendre très tôt ce qu'était que le métier de producteur. Très tôt, il m'a offert les mémos de David Ozelnik, donc qui est un grand producteur américain. Et en fait, le côté il me l'avait vendu comme ça, 50% business, 50% artistique. Je trouvais que ça me correspondait bien. Et je me suis rêvée, sans très bien savoir par où commencer, dans la peau, en tout cas, de cette personne qui accompagnerait des artistes. Je me suis absolument jamais imaginée réalisatrice ou finalement faire autre chose que productrice. Donc je sais pas si c'est mon grand-père qui m'a mis l'idée ou si j'ai vraiment choisi au final. Je vais peut-être commencer à me poser la question, mais j'ai l'impression d'avoir et aujourd'hui je suis tellement contente que j'ai l'impression d'avoir réellement choisi ce métier. Mais je fais partie de celles qui ont su tôt. Et ça m'a sauvée parce que comme j'étais pas une bonne élève, j'avais un but et j'ai pu construire mon propre parcours, mon propre chemin pour y arriver. Et tôt, du coup, ça veut dire quoi ? Mon chemin, ça veut dire quand tu dis j'ai su tôt, c'est à 10 ans ? À 16 ans. À 16 ans, d'accord. Donc au moment de choisir ton orientation, quoi. Ouais. Oui, mais c'était plus que ça parce que j'ai compris. Oui, j'ai dû aussi me projeter de qu'est-ce que ça voulait dire de vouloir être productrice en France, par où on passait. Et en fait, via mon petit copain de l'époque, j'ai entendu parler d'une école de cinéma à New York. Et en fait, j'ai commencé à en parler à mes parents, qui ont pris ça hyper sérieusement et m'ont dit si tu veux faire ça, il va falloir qu'on mette de l'argent de côté. Du coup, faut que tu sois un peu sûr. Et j'ai dû assez rapidement en fait aussi dire c'est ça. C'est cette école, et puis c'est NYU, l'école la Tisch School of the Arts. Je me voyais pas du tout faire mes études en France, j'étais tellement complexée. Je me voyais pas faire l'oral de la FEMIS par exemple. Mais pourtant, alors je sais pas si les gens connaissent un peu les écoles de cinéma. Donc en France, effectivement, il y a la FEMIS, mais la Tisch, c'est hyper impressionnant. Ouais, mais en fait la Tisch, c'est sur ce que tu as fait. D'accord. C'est sur ce que tu as fait et c'est sur qui tu es vraiment dans des dossiers que tu as le temps de faire. Moi, j'ai mis quasiment 2 ans à faire mon dossier pour NYU. Ouais. J'ai fait des courts-métrages pour leur montrer que j'étais hyper motivée. Mais en fait, dans l'ordre, j'ai passé mon bac. Je suis partie écrire pour le journal Première. J'étais stagiaire, puis après j'ai un peu écrit. Et j'ai fait une rencontre en étant babysitter d'une Américaine. Génial. Qui dirigeait les acquisitions de Miramax à New York et qui a 17 ans, donc m'a dit
quand tu as fini l'école, tu viens vivre chez moi à New York, tu gardes les enfants 3 jours par semaine, et moi je te trouverai un stage. Et donc et elle m'avait dit, je ferai de toi une productrice. Ça a été c'est quelqu'un encore aujourd'hui très important pour moi, bien sûr. Et donc je suis venue vivre, tu vois, 6 mois après mon bac, je suis partie vivre à New York, travailler chez Miramax, être jeune fille au pair. Et travailler surtout avec une productrice. J'ai assisté une productrice qui a eu un Oscar l'année où j'ai travaillé avec elle, le film c'était Shakespeare in Love. Et là, j'avais fait le pari que moi aussi, dans 10 ans, je serai là. Bon, ça n'est pas arrivé, mais du coup, j'ai appelé mon petit Oscar. Non, c'est son 3e prénom. Mais, voilà, j'ai fait vraiment, j'ai travaillé sur des tournages, et puis je suis allée voir le directeur d'NYU, et il m'a dit, franchement, vous avez fait plein de trucs déjà à votre âge, retournez en France. Faites 2 ans de pure théorie du cinéma. C'est gratuit, et c'est bien meilleur que chez nous. Et si vous revenez avec les meilleures notes, allez à Sancier, il m'avait dit, c'était hyper précis, partez à Sancier, faites 2 ans. Si vous avez les meilleures notes, je vous prends en 3e année. D'accord. C'était tout un... Parce que NYU, je l'avais déjà tenté une première fois, je l'ai pas eu. Enfin bon, je me suis battue. Vraiment, pour moi, c'est le plus gros dossier que j'ai jamais eu à faire. Mais j'ai tellement donné. Il fallait faire des lettres folles de motivation en anglais. Enfin bon, voilà. T'avais peur de rien à l'époque ? En fait, aux États-Unis, j'avais peur de rien. En France, j'étais paralysée. C'est dingue. C'est dingue. Et je l'ai compris assez tôt, en fait. En fait, j'ai fait des summer sessions à NYU et je me suis mise à avoir les meilleures notes. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et en fait, en analysant le truc, j'ai compris que c'était la première fois que j'avais le droit de dire de dire en fait, de partir de mon expérience, de qui j'étais, pour avoir une relation, sur comprendre ce qu'on faisait, quoi. Et tout d'un coup, il y a eu un déclic, et à Sancier, j'ai eu des super notes et tout ça. Mais vraiment. Et donc, déclic. Les super notes, et donc t'es retournée à New York ? Et je suis retournée à New York. Génial. Et j'ai fait NYU, et je suis arrivée, en fait, j'ai fait que produire, quasiment. Nos profs, c'était du délire, on était des petites promotions, et on faisait tout. Mais moi, j'étais vraiment j'étais vraiment la productrice de ma promo. Ils voulaient tous être chef-op, réal, et on était très peu à vouloir faire de la production. Du coup, j'ai énormément produit. J'étais une espèce de petit mini-major à moi toute seule, et on apprenait à faire des non-budget films. C'est-à-dire, t'as pas d'argent, t'as un peu de matos de l'école quand même. À l'époque, les courts-métrages, c'était énorme aux États-Unis parce que c'était financé par les élèves, beaucoup. Parce que c'était leur carte de visite. Avant de faire un premier long, il n'y avait pas du tout d'économie du court-métrage. Voilà, mais du coup, c'était très important ces cours à produire, et on partait à travers les États-Unis en 16 mm. Du coup, moi, j'allais pleurer chez Kodak pour qu'ils me donnent des pellicules, et voilà, c'est là que j'ai vraiment appris à T'en gardes quoi comme souvenir, du coup ? Bah, forcément. Parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu vivais ton rêve. Ouais, j'étais avec des gens du monde entier. À faire tout d'un coup avoir une espèce de légitimité à l'école. J'étais productrice en fait déjà, et c'est compliqué de se dire productrice parce qu'avant d'avoir produit en fait on peut pas vraiment, enfin il faut, mais on a du mal à dire qu'on est producteur ou productrice, et en fait ouais, moi je suis arrivée dans le monde du travail, j'avais déjà 10 courts-métrages derrière moi. Alors plus ou moins financés. Puis aussi, on avait tout un système de financement. J'organisais des soirées avec des banquiers pour faire du fiscal sponsor. Il y avait tout un système aux États-Unis pour que ce soit déduit des impôts. Du coup, j'organisais des soirées avec des dentistes, pour récolter de l'argent pour les courts-métrages. Donc j'ai appris à financer, j'ai appris à faire pas cher, et puis j'ai créé des amitiés. Pour toujours.
Et alors, à quel moment est-ce que tu es revenue en France? Je suis revenue juste après, en fait, pour retrouver ce qui est devenu le père de mes enfants. Et parce que, j'avais eu le choix. En fait, Miramax m'avait proposé de partir en Chine, parce que j'avais fait du chinois. Et je me suis dit que voilà, la France me manquait. Et je suis arrivée en France. J'avais une amie qui est devenue qui est une formidable productrice, qui m'a accueillie dans sa maison de production et il m'a dit voilà, t'as ça à disposition, vas-y, fais. Donc là, j'avais 24 ans et j'ai produit avec elle un premier documentaire qui s'appelle La peau trouée, qui a eu un très très beau succès, qu'on a fait avec 2 francs 6 sous, qui a fini par avoir le prix Jean Vigo, à sortir en salle, Grand Prix internationaux, voilà. Est-ce que tu as eu des moments de pause où tu t'es demandé ce que tu allais faire? Parce qu'en fait, comme tu savais déjà que tu voulais être productrice, tu as fait les études pour, j'ai l'impression que tu t'es lancée en fait assez rapidement et que tout s'est enchaîné, non? Ouais, en fait, le truc c'est que j'ai jamais déposé un CV à personne parce que j'avais trop peur. Je te jure, je me souviens avoir fait, moi j'idolâtrais Haut et Court, qui est une maison de distribution, de production, et je me souviens avoir fait un CV pour eux et pour elle, et je l'ai jamais donné parce que j'avais trop peur en fait. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'en fait je trouve d'autres chemins. Pour lutter aussi contre cette peur au ventre en permanence d'être jugée, et puis aussi il y a quelque chose en moi qui me dit que je vais savoir faire en fait, il faut que je me fasse confiance. J'ai mis du temps à me faire confiance, mais que ça soit plus une lutte permanente. Mais si j'ai fait les choses beaucoup, oui, c'est parce que c'était parce que j'avais peur, souvent. C'est drôle. Du coup, tu t'es lancée alors que t'avais peur. Alors souvent, c'est le contraire qui se passe. En fait, si tu dois rien à personne si t'es maître de ton projet, à part ta relation avec ton auteur, ton réalisateur, mais ça c'est la base. En fait, moi, avoir quelqu'un au-dessus de moi, ça a toujours été compliqué. Et je l'ai été après. Chez Ad Vitam, on était toute une équipe et j'ai été hyper heureuse. C'était ma famille de cinéma. Ils m'ont fait confiance. J'ai monté la boîte de prod. J'avais 25 ans. On a eu 6 mois plus tard, un peu plus, on a eu un premier film à Cannes que j'avais coproduit, un film mexicain. Tout s'est fait un peu comme ça, la période de Ad Vitam, c'est 5 ans, et là, j'ai vraiment coproduit des films étrangers. Ad Vitam, c'est une société, sublime société de distribution de films et de production de temps en temps. Et là-bas, j'ai voyagé comme une folle et fait, appris ce que c'était que la coproduction mais j'étais un peu seule aussi parce que eux ils avaient beaucoup à faire en distribution et puis à un moment j'en ai eu marre d'être seule. Voilà. Et donc c'est là où t'as cofondé Silex? Ouais, il y a eu un enchaînement d'événements, et Priscilla donc Bertin qui est mon associée et Elisa Larrière qui est mon autre associée m'ont proposé à peu près en même temps. Priscilla Bertin a dirigé la fabrique de films, la production. On se connaissait depuis longtemps et ça faisait un petit moment qu'on prenait des cafés ensemble. Et on se reniflait un peu. On se disait, est-ce qu'on a envie? En même temps, on parle pas vraiment de la même manière des films, on va pas voir la même chose. En même temps, on s'aime bien, on est bien ensemble. Et puis Elisa Larrière, donc elle qui était chez MNP avant, Mathieu Kassovitz, qui avait produit des films de Lépine et Kerverne. Et
elle était venue en renfort parce que à un moment j'ai eu 2 films en post-production. Elle finissait Mathieu Kassovitz et elle est venue m'aider à terminer un film en post-production. Et on s'est dit, on travaille bien ensemble. On est allé faire des négos et voilà, elles m'ont proposé en même temps. Et en fait, au même moment, j'étais enceinte de mon 2e enfant. J'allais accoucher et je passais la fondation Lagardère. J'ai eu pour la bourse. Ok, une bourse pour avoir, pour les créateurs, pour les producteurs. Ouais. C'est une bourse hyper importante et que j'avais en tête depuis longtemps. Et puis évidemment, j'ai déposé le dossier la veille, alors que ça faisait 10 ans que j'y pensais. Et du coup, j'ai tout écrit d'un coup comme ça. Et puis j'ai été finaliste, très très mauvaise à l'oral. Vraiment très mauvaise. Et puis, il s'est passé plein de trucs, voilà. Je me suis sentie tout d'un coup boostée aussi par ce 2e enfant, me dire quelle chance j'ai, en fait. Là, j'ai 2 enfants, j'ai 30 ans, plein d'énergie, des jeunes femmes talentueuses qui ont envie de s'associer. Et Ad Vitam qui me proposait aussi de rester. Et du coup, je me suis dit, ouais, si je pars pas maintenant, je les aime trop. Si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Et ça a été compliqué à prendre comme décision ou pas tellement? Oh, il y a eu un petit événement. Ma fille a eu un truc à la naissance et en fait, je me suis dit, je peux plus recommencer. Je peux plus avoir quelqu'un au-dessus de moi. Il y a eu ça aussi. C'est moi maintenant. C'est moi. Il faut que je me concentre sur mes priorités et que je sois plus en contrôle. Voilà. Et donc, tu lances ta boîte avec tes associés? Ouais, il y a 7 ans et demi. Comment tu fais pour trouver tes premiers projets? Alors déjà, je suis partie d'Ad Vitam avec un long métrage que j'avais développé et qu'on a produit en fait très rapidement. Enfin, 1 an après, jour pour jour après avoir lancé la boîte, on est parti en production. On avait une obligation de réussite, c'est-à-dire que moi, c'était plus facile financièrement. J'étais avec quelqu'un qui pouvait. J'avais un toit. Mes associés, c'était plus compliqué. Enfin, on s'était donné 1 an pour réussir. Ça voulait dire quoi, réussir? En fait, on s'était donné 1 an pour commencer à toucher un salaire et 3 ans pour se dire que que la société était pérenne. D'accord. Et en fait, ce qui a été très nouveau, c'est que toutes les 3, donc on vient du cinéma et on était un petit peu enfermés dans les lignes éditoriales des boîtes dans lesquelles on bossait. Et du coup, on a voulu exploser ça. Et la rencontre de nous 3, c'était ça. C'était exploser vraiment les cinématographies sur lesquelles on avait travaillé. Et on a aussi très volontairement, pour que les projets ne se cannibalisent pas, on a décidé qu'on allait travailler sur différents supports. La télé, on connaissait rien. L'art, on connaissait rien. Le documentaire, on savait pas qu'on allait monter un studio d'animation quelques années plus tard. Mais voilà, cette envie d'éclectisme qui nous avait été beaucoup reprochée au début en nous disant, mais en fait, vous voulez tout. Eh bien, on l'a assumé en disant, vous regarderez notre ligne éditoriale au final, elle parlera pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que, c'est hyper éclectique ce qu'on fait, mais ça nous ressemble à toutes les 3. C'est évidemment que ce soit de l'art connasse, des œuvres d'art pour la Biennale de Venise, des longs métrages d'auteurs pour des festivals de catégorie A. Enfin, ça nous ressemble en fait. Et choisissez tout, c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qui te faisait tenir, qu'est-ce qui te motivait quand justement tu te prenais comme ça des critiques ou des gens qui voilà, comme tu dis, vous disiez que... Dans la vie d'une manière générale, c'est et je le dis pas de manière revancharde mais c'est vous verrez.
Enfin, moi, j'ai ce truc. Mon grand-père revient là, j'y repense. Moi, j'ai cette phrase de René Char, évidemment, maintenant que je te la, qui est, tu sais, saisis ta chance. Non, c'est oui, ouais. impose ta chance, va à ton risque, serre ton bonheur, à te regarder, ils s'habitueront. Et en fait, cette énergie-là, c'est celle que j'ai choisie. Alors, quelquefois par peur, par l'envie de pas être dans le conflit, mais d'être un peu, pouvoir rester concentré sur mes objectifs et voilà. Donc tu croyais en ton destin? Ouais. Ça, depuis longtemps, mais parce qu'on m'a permis aussi d'y croire et que j'ai été élevée avec une bienveillance formidable, ou même si à l'école ça allait pas, moi mes parents ils allaient voir les profs pour dire non mais en fait vous inquiétez pas, parce que nous on s'inquiète pas du tout, vous allez voir. Et ça, bah voilà, ça. Et aujourd'hui avec mes enfants, j'en me fais trop d'ailleurs. Encore ce matin au petit déjeuner, je leur dis à quel point, alors que tout n'est pas parfait, je suis à fond en leur disant, mais parce que c'est ce que j'ai appris aux États-Unis aussi. C'est comme ça qu'on m'a regardé à un moment. On m'a regardé aux États-Unis. On m'a dit, mais en fait, t'es intéressante. Vas-y, utilise ce que tu sais, qui tu es. Et c'est ce que je reproche énormément au système français. Du par cœur, mes enfants quelquefois, alors ils sont bons en classe, mais ils comprennent même pas ce qu'ils font, quoi, réellement. Voilà. Bref, c'était la petite aparté éducation. Non, qui m'énerve de temps en temps. C'était complètement dans la question. Mais voilà, c'était une chance énorme pour moi de pouvoir partir aux États-Unis et puis tout le monde a joué le jeu. Moi, j'ai mon directeur d'école qui a fait une lettre pour dire bon, ok, elle était pas bonne en cours, mais franchement, et en basket, parce que je suis toute petite, mais j'étais super bonne en basket. Elle était tenace. Ouais, il a raconté de la 6e à la terminale qui j'étais avec mes amis, dans le rôle que j'avais à l'école en fait, au-delà des notes. Et je suis sûre que ça a vachement joué pour l'entrée à l'école. Comment tu décrirais le milieu de la production ? Alors, c'est un peu vaste comme question, ouais, mais tu vaste. vois, on imagine un truc assez fermé déjà. Je sais pas, où il faut des contacts, mais en même temps, quand tu me racontes ton parcours, tu les as construits aussi. Enfin, t'étais dans le milieu, donc. En fait, je pense que, et je le vois là, c'est en faisant les choses que les gens te regardent, que tout d'un coup. Donc en fait, il faut se concentrer sur ce pourquoi tu fais ce métier-là d'abord, et que tu sois cohérent. Et que tu en tout cas dans les projets que tu soutiens, que tu produis, sur lesquels tu passes du temps, que dans ta relation aux réalisateurs, aux auteurs, tout ça se soit fait de la manière la plus sincère et exigeante possible. Et alors, je réponds pas du tout à ta question, mais c'est juste c'est dans l'idée de construire aussi. Pour moi, c'est des choses qui s'imposent en fait. Il y a un moment, tu prends ta place parce que ce que tu fais, c'est bien en fait. Donc, le milieu du cinéma, il est fermé. Ouais, il y a plein de manières d'y rentrer. Moi, je connais pas un producteur qui a le même parcours. NYU, c'est pas une école que tu fais pour faire de la prod. Alors après, c'est le top. Il faut avoir les moyens. Mais en fait, moi, quand je suis arrivée à Paris, en revanche, mes parents, ils comprennent pas trop ce que je fais. Enfin, maintenant, si, évidemment, mais quand tu veux être producteur, ouais, faut faire ton propre, faut aller défoncer tes murs, quoi. Donc, et ça finit par payer, et tu rencontres des gens du court-métrage avec qui tu grandis, et puis moi, c'est un milieu, c'est la moitié de ma vie, donc, c'est un milieu que j'aime, et surtout, là, il y a une génération, notre génération, producteurs, réalisateur, auteur, il y a une bienveillance
qui est remarquable et que j'ai envie de souligner, mais tous les jours. Moi, je le sens. Alors, c'est pour avoir grandi. Maintenant, ça y est, je suis une vieille de la prod. Enfin, je suis une jeune productrice, mais ça fait depuis que j'ai 25 ans. Donc, ça fait 13 ans. Mais voilà, on a grandi ensemble. On passe son temps, on s'appelle, on se fait lire nos trucs, on se file nos plans de financement, nos contacts. Et alors, moi, je trouve ça tellement remarquable qu'en fait, j'ai lancé un petit, avec Priscilla, mon associée, un petit manifeste qui s'appelle la SAM, la Société d'admiration mutuelle. Et en fait, on propose à des producteurs amis sur certains projets de mettre en commun nos moyens, nos réseaux, nos compétences et de produire ensemble. Et là, on commence à avoir nos premiers projets SAM. C'est un label, hein, tu vois. C'est juste, en fait, c'est pour dire aux producteurs, faisons alliance. Parce que aujourd'hui, c'est ça la survie. Ne regardons pas que oui, les financements s'amoindrissent, que tout est plus compliqué, que plus rien ne rentre dans les cases, mais faisons alliance et réfléchissons ensemble à voilà comment on peut un peu trouver nos chemins, des financements, être un peu artistique aussi, parce que la production c'est aussi un métier artistique, mais être créatif. C'est ce qu'on t'avait vendu du coup, 50% financier, 50% ouais, artistique. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça qu'il y a plein de producteurs qui sont pas du tout ne vivent pas la production de la même manière. Et ouais, moi je me sens assez cohérente par rapport à ce que j'avais en tête quand j'ai découvert ce métier à 16 ans. Ouais. Enfin, ce métier, cette idée, c'était pas un métier. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire concrètement. On n'a pas encore parlé du type de film et de programme, parce que comme tu disais, finalement, tu t'es étendue à plusieurs médias que tu produisais. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes. J'ai aussi regardé ton Instagram parce que je stocke un peu les gens avant de les rencontrer. Mais parce que je t'ai accepté, parce que mon compte est privé. C'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de femmes aussi. Je voulais savoir qui étaient ces femmes, qu'est-ce qu'elles t'inspirent. Ouais. Est-ce que c'était une volonté de les inclure dans ton line-up? Et alors attends, encore une question. On parlait juste avant de commencer le podcast de ce truc de s'identifier à des femmes. Est-ce que tu te sentais une volonté, une responsabilité de mettre plus de femmes à l'écran? Je sais pas, dis-moi. Non, très sincèrement, je pense que on a mis du temps à le formuler, au sein de Silex, c'est compliqué entre à la fois ma vie personnelle et Silex. Je pense qu'il y a eu des moments, enfin on a grandi ensemble. On a vu aussi, enfin on a eu de plus en plus de modèles. J'ai pas l'impression d'avoir été aussi sensible. Enfin, j'ai été sensible très tardivement à la place des femmes, je trouve, par rapport à au parcours que j'ai. Je pense que c'est quelque chose que par exemple, j'ai mis du temps à dire je suis féministe. J'avais l'impression que c'était un gros mot. Mais j'étais dans un modèle, tu vois, hyper un peu un peu classique et puis j'ai un peu tout fait exploser dans ce modèle. Et Silex, c'est ça aussi. À un moment, on a dû se réinventer. Et on s'est rendu compte que progressivement en fait on allait vers quand on avait le choix, on allait vers les femmes
Parce qu'il y avait moins d'ego, c'était plus facile pour nous en fait. Là, je pense à un projet en particulier qui est Les Aventuriers de l'Art Moderne, la série 6x52 écrite par Dan Frank. Là, on voulait mettre des femmes, évidemment. Alors attends, parce qu'il faut que je te parle des projets, sinon ça n'a aucun sens ce que je raconte. En fait, par exemple, Conas, ça c'est Conas, donc la série, puis le long métrage, ça c'est mon associée Priscilla qui va dire je veux absolument qu'on fasse un programme court. Il y a un bref, mais nous on le veut au féminin. Et donc elle est allée chercher les auteurs. Voilà, tout ça c'est fait. C'était une impulsion de producteur au départ. Et donc c'était que des femmes au final ce projet-là. Les Aventuriers de l'Art Moderne. Donc ça c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 15 ans. Et ça, donc je suis allée voir Dan à 30 quand on a monté Silex, et les filles en plus avaient adoré les livres. Et là, dans le process d'écriture, on s'est rendu compte que c'était quand même un homme qui racontait l'histoire de tous ces artistes. Donc ça raconte de 1900 à la Libération. C'est une saga sur Modigliani, Picasso, Soutine, Apollinaire, et comment ils ont cohabité, s'aider entre eux, tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était raconté par un homme, qu'il n'y avait pas tellement de femmes que ça. Et du coup, on a mis une armada de femmes en face. Il y a 3 réalisatrices, 3 productrices. C'est une femme qui raconte, tout ça on l'a imposé à Arte. Donc en fait on a commencé à se rendre compte de l'importance que ça avait. Mais voilà, c'est venu petit à petit. C'est vraiment, et c'est comme dans ma vie perso. Mais maintenant, une fois en fait qu'on est conscient de ça, mais ta lecture du monde, oui, tu peux pas retourner en arrière. Impossible. Et du coup, quelquefois, j'essaie de me réfréner. C'est-à-dire, tout m'énerve maintenant. Je suis devenue, si je m'écoutais, mais je serais sur mon compte Twitter, mais en permanence à m'indigner. À m'indigner. Et en fait, je suis toujours, en fait, maintenant, je me sens entre deux. C'est-à-dire que être productrice, c'est être porte-voix. C'est-à-dire que moi, j'ai un outil, mais formidable. Je suis consciente de ça. Donc j'ai une responsabilité, il faut que je réfléchisse à voilà comment qu'est-ce qu'on va en faire. Et ça arrive du coup à l'actualité du moment qui est culottée, donc qui est l'adaptation des 2 tomes de Pénélope Bagieux, absolument succès magnifique en édition. Et à l'international en plus. Oui, à l'international, ça commence bien sûr. Et en fait, donc Pénélope raconte dans 2 tomes le portrait de femmes qui ont eu des engagements, des destins, des combats exemplaires, et que l'histoire a visibilisé. Notre travail là est évidemment de les réhabiliter. Elles auraient dû être nos héroïnes. Voilà, on va faire une animation 30 x 3 minutes. 30 x 3 minutes, ouais, pour France Télévisions. Super. Ça résume bien là où on en est dans notre envie, à la fois de toucher un public, un grand public, puisqu'on est très conscient du marché. On fait pas les choses pour que ce soit... Voilà, on fait pas des choses dans notre coin. On a une conscience de l'argent. On est indépendante et... enfin voilà, on a besoin de gagner nos vies. Et du coup, c'est cet équilibre entre choix des projets. On n'en fait pas trop non plus. On essaye d'être... tu vois, Les Aventuriers de l'Art Moderne, c'est 4 ans de travail. Là, on fait la suite dans notre studio d'animation Angoulême. C'est 4 fois 52 minutes totalement en animation. C'est l'animation traditionnelle. Et là, on a notre planning jusqu'à 2021. Donc c'est des folies en fait mais du coup on a le temps, et le temps c'est ce qui est le plus précieux en production. Qu'est-ce qui t'inspire? Là c'est compliqué quand même. Oui, mais je pose des questions hyper non mais larges. Ouais, ce qui m'inspire en ce moment, ouais, tu parlais de femmes tout à l'heure. C'est vrai que j'ai
j'ai la chance d'être entourée de beaucoup de femmes, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, qui à chaque fois que je les vois me donnent dans ce qu'elles me racontent, de là où elles en sont, de comment elles gèrent leur vie, comment elles se battent dans leur travail. Et franchement, c'est une force pour moi énorme. Mais vraiment, j'ai des exemples de femmes autour de moi, exemplaires, que ce soit mes grands-mères, elles ont tous des parcours fous. Elles c'était des femmes très qui ont eu des destins professionnels, qui ont des histoires d'amour incroyables, qui ont voyagé à travers le monde, mes tantes, ma mère, enfin, franchement, j'ai qu'à partir de là, enfin, tu vois, c'est la base, ma base, c'est ça déjà. Donc c'est une chance folle. Et après, je me suis fait des amitiés depuis... Voilà, en gros, maintenant, la 6e, que j'ai des copines. Puis je suis partie vivre à New York, donc j'ai mes bandes de copines un peu différentes qui se connaissent maintenant. Mais mon Instagram, c'est elles. Je les regarde et je me dis je les trouve toutes sublimes dans leur genre et leur et puis elles font, je les vois se battre et aujourd'hui. Elles font des choses toutes extrêmement différentes, mais il y a 2 choses. Moi, c'est les rencontres. Je passe ma vie à aller chercher, à rencontrer des gens, en fait. Des gens que je serais jamais allée rencontrer, enfin, j'aurais jamais pu rencontrer parce que mon écosystème fait que j'étais un peu enfermée. Et la chance d'être productrice, c'est que tu peux appeler tout le monde et dire j'ai pas forcément un truc à te proposer, mais en fait tu m'intéresses. Et peut-être qu'un jour, plantons une graine, peut-être qu'un jour on fera ça. Que ce soit des écrivains ou des petites meufs de YouTube ou des petites meufs, des jeunes femmes de YouTube. J'ai le droit de faire ça et ça m'enthousiasme. Et travailler mes amis, ma famille, mes rencontres et les projets, à se lever pour travailler sur les aventuriers de l'art moderne pendant 4 ans, je te promets que c'était un plaisir. Mais surtout si tu l'as lu quand t'avais 15 ans, c'était un rêve que tu réalisais. Ouais. C'était... Ouais, puis là, c'est une histoire de famille aussi, tu vois. C'est mon oncle qui l'a édité, ma mère qui a fait l'icono, mon père qui me l'a offert. Voilà. Bouclé, chacun a mis son pied. Voilà, recevoir, célébrer, transmettre. C'est ça. Ça me paraît être une très bonne conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, Judith. Merci. Merci beaucoup à Judith pour sa confiance et sa bienveillance. Je vous invite à la suivre sur Twitter, @JudNora, et à guetter les prochaines productions de Silex Film. À ce propos, si vous ne connaissez pas encore Les Culottés, la BD qui sera adaptée à l'écran par l'équipe de Judith, n'hésitez pas à la lire, et je vous invite aussi à vous rendre à l'exposition du même nom, à la galerie Barbier et Maton du 3 novembre au 2 décembre à Paris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Génération XX, et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!